Salut Mamoun. Hello Justine. Alors super contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui parlera justement de toi. Pour ceux qui te connaissent pas encore et qui vont découvrir à l'écoute de ce webinaire, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors moi c'est Mamoun. Je suis recruteur indépendant depuis 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, février 2021. Et j'ai auparavant évolué dans 2 cabinets de recrutement où j'ai fait mes armes pendant un peu plus de 5 ans et uniquement en IT. D'abord sur des profils freelance, avant de switcher vers des profils CDI depuis que je me suis mis à mon compte. Voilà, tout simplement. Ok. Alors cette voie de te lancer sur le recrutement, est-ce que ça a été quelque chose d'évident pour toi? Est-ce qu'une chose en entraînant une autre, tu as fini par arriver là où tu en es aujourd'hui du coup? Écoute, évident, non. Je me suis, euh, je me suis longtemps posé des questions pour savoir un petit peu ce que je voulais faire. Ouais. J'ai fait une école de commerce, donc forcément, ce qui se présentait à moi, c'était plutôt une carrière en BizDev, enfin, de ce que je voyais, de ce qui correspondait le plus à mon profil. Et le recrutement s'est fait de manière un peu par hasard. Ça s'est fait vraiment par hasard. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de recruteurs. Moi, j'ai commencé un lundi 4 mai 2015 à 10h chez Progressive, je m'en souviens très bien, qui est une marque du groupe S3 et qui est le premier cabinet de recrutement où j'ai mis les pieds. Et si tu veux tout savoir, et pour être tout à fait transparent avec toi, euh, j'ai commencé parce qu'en 2015, donc j'avais commencé ma carrière, enfin j'ai commencé un premier CDI en 2014, donc assez tardivement parce que j'avais fait pas mal de stages. J'ai fait une première expérience qui m'a vraiment pas plu. Je suis resté 10 mois, j'ai quitté. Et pendant 4 ou 5 mois, je me suis posé des questions, vraiment. Je me suis posé pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et en 2015, c'était l'année du film Le Loup de Wall Street. Et j'ai adoré ce film. Alors, hormis tout le côté, je dirais, euh, peu éthique, si je puis dire, mais Ouais. l'ambiance qui régnait dans le sales floor, la manière de célébrer les deals, enfin cette ambiance, je dirais, de gagnant, cette ambiance successful, méga challengeante, tu vois, c'est où les gens se surpassaient au quotidien. Moi, je me suis dit, je veux un environnement de travail qui soit bien sûr très sain, où je pourrais retrouver cette ambiance. Et c'est comme ça que j'ai fini dans le recrutement, quoi. Ok, ok, ça marche. Du coup, c'est ça qui te plaît dans cet univers? Le côté, tu célèbres un placement Alors là, je fais moins la fête parce que je suis entre 4 murs. Ouais. Mais enfin, je rigole que je dis ça, mais oui, aujourd'hui, je suis tout seul et c'est vrai que c'est plus la même ambiance. Mais cette ambiance-là m'a quand même sevré pendant, allez, 5 ans et demi, un peu plus de 5 ans, ce qui est pas mal, ce qui est super et ce qui était, je dirais, assez suffisant parce que pour être c'était tout un système à l'anglo-saxonne. Donc, on avait une cloche pour qu'on sonnait quand on avait des entretiens ou quand on arrivait à avoir un job. Et c'était une mini cloche et on avait une très grande cloche qu'on faisait sonner lorsqu'on faisait le deal. Et le fait de célébrer tout ça avec les copains, enfin les collègues, etc., ça faisait que tu te transcendais, Ouais. tu te mettais dans un autre univers. Enfin, il y avait toute une ambiance, en tout cas, qui me rappelait le film. Et moi, c'est ce que je voulais, quoi. Je voulais célébrer et je voulais faire la fête et tout en m'amusant, enfin tout en travaillant du moins. Et c'est ce que j'ai retrouvé, quoi. Et alors, ça, c'est le côté un peu festif, si je puis dire. Après, il y a tout le côté recrutement dont on pourra parler, bien entendu, qui m'a plu et dans lequel je me suis totalement retrouvé aussi. Ok. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu plus pour le coup parce que je suis curieuse là de ce que tu viens de dire. Tu es curieuse à quel niveau? C'est plus sur la partie recrutement, tu veux dire, ou ce qui m'a plu Ouais. dans le métier? Sur la partie recrutement, la dernière partie que tu as dit, il y a des choses à creuser pour le coup. Ouais. Ben, écoute, euh, je- déjà, moi, le recrutement, ça m'a totalement changé humainement parlant.
Et c'est pas du pipeau, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un slogan derrière moi où j'ai besoin de faire plaisir à quelqu'un. Tu vois, vraiment, ça m'a changé parce que ça m'a appris la rigueur. Ouais. Alors, il y a des gens qui sont naturellement rigoureux et d'autres qui ont besoin de le devenir. Et moi, je fais partie de cette catégorie-là. Si tu veux, le fait d'intégrer dans sa tête une qualif en se posant toutes les questions, en essayant de baliser tout le parcours du candidat pour éviter qu'à terme, ce candidat puisse te dropper, c'est-à-dire te filer entre les doigts, soit parce que c'est l'offre, ou alors le job en question, ou je ne sais pas moi, même la localisation, enfin, beaucoup d'éléments. Je ne vais pas repartir sur le boulot de recruteur, mais moi, en tout cas, déjà, humainement parlant, ça m'a changé parce que je suis devenu de plus en plus rigoureux et j'ai commencé sur le fil du temps à ne rien laisser au hasard. Et ça s'est ressenti même dans mon entourage personnel. Alors, j'ai été super bien formé, on ne va pas se mentir. J'ai eu des managers canons. J'ai beaucoup appris, des managers, des collègues et des candidats aussi, forcément, parce qu'on ne se doute pas que la nature humaine peut être par moment, je dis pas par moment, bislarde, et que ça ne sert à rien de blâmer l'autre, vraiment, pour le coup, c'est ce que j'ai appris. On est toujours les premiers fautifs, on est toujours les premiers fusibles. Et quand je dis on, c'est nous les recruteurs. Et moi, en fait, voilà, ça m'a changé. Ça m'a changé et forcément, ben, la rigueur, je dirais que c'est pas un costume que tu portes du lundi au vendredi, tu vois. Ni pendant tes horaires de travail. C'est un truc que tu emportes chez toi à vie, tout le temps, et tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'un des côtés, je dirais, qui m'a le plus changé et que j'ai le plus apprécié parce que c'est la première fois que je vois un métier, en tout cas comme le recrutement, ou un secteur comme le recrutement, a pu avoir des conséquences directes sur ma personne. Et c'est très rare de trouver un métier pareil parce que très souvent, on apprend des côtés hard skills, on apprend beaucoup de choses, mais on ne change pas pour autant, entre guillemets, quand on fait un métier. En tout cas, moi, ça m'a bien changé dans le sens positif. Ok. Et est-ce que tu dirais du coup que c'est vraiment la chose la plus importante pour un recruteur d'être rigoureux? Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont vraiment quand même assez essentielles pour le starter pack spécial? Bien. Alors, je pense qu'il y a la première chose qu'on nous a souvent dit lorsqu'on démarre un métier de recruteur, c'est de donner l'impression qu'on sourit au téléphone. Ouais. Et ça, c'est magique parce que ça met tout le monde à l'aise. Et en fait, le recrutement, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre sur le tas, c'est-à-dire tu apprends le métier de recruteur, comment tu qualifies, etc. Et finalement, on apprend tous la même chose. Mais on ne fait pas le métier de la même manière parce que ce qui finalement change, c'est la personnalité. C'est bête ce que je veux dire, hein, mais c'est ton éducation. Est-ce que tu es naturellement sympa? Est-ce que tu es poli? Est-ce que quand tu appelles les gens, c'est pas fake, ça ne sonne pas faux au téléphone? Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu vas bien? Eh ben, il ne se dit pas que c'est une phrase qui est faite juste pour meubler. Tu vois, ça ne sent pas le politiquement correct. Ouais. Quand le candidat sent de la part du recruteur qu'il y a une forme de sincérité, eh ben, le candidat ou la candidate se lâche parce qu'on se retrouve dans une forme d'intimité. Alors, je mets ça entre guillemets, tu vois. Mais l'intimité, c'est que le candidat va commencer à se confier, à dire des choses qu'il n'aurait pas dit, forcément parce que soit il n'aurait pas été à l'aise, soit parce qu'on ne va pas se mentir, les candidats se méfient des recruteurs. Okay, on n'a pas forcément bonne presse sur le marché. Et le fait de se dire qu'on n'a pas forcément bonne presse et de vouloir changer un petit peu l'image du recruteur en se disant, au final, à la fin du call, quand le candidat te dit j'avais une mauvaise presse, mais après avoir échangé avec vous, franchement, je commence à croire qu'il y a des gens sympas, c'est qu'on a gagné quelque chose. C'est qu'on a gagné l'estime d'une personne. Et ça, pour moi, c'est priceless, tu vois, c'est canon. Et moi, je vais te dire, je ne suis pas meilleur que les autres recruteurs de par ma façon de sourcer ou autre, parce que finalement, on a les mêmes outils. Alors, on ne développe pas son réseau de la même manière, mais je dirais à compétence égale, c'est le côté humain qui fait la diff.
Et le côté humain, c'est ce que j'ai dit finalement, c'est ta personnalité, c'est le fait que tu sois sympa, que tu souris au téléphone, que tu saches mettre les gens à l'aise. Ouais. Et que quand quelqu'un s'énerve devant toi, que tu saches le calmer. Et il y a un côté, et c'est là où il y a un côté un peu politique, tu vois, un peu diplomate, même pas politique, je dirais diplomate, c'est le fait de ne pas, de savoir calmer les gens, que ce soit des candidats ou des clients, de savoir je dirais, les calmer. Et ça aussi, c'est pas LinkedIn qui te l'apprend ou autre, tu vois. C'est de la finesse qui vient, je pense, avec l'âge et qui s'impose d'elle-même parce que on défend aussi notre réputation. Et notre réputation, elle met énormément de temps, je pense que comme les autres, elle met énormément de temps à se construire et quelques minutes à se faire, je dirais, détruire. Donc, Là, je pense effectivement, c'est pas quelque chose que tout le monde a de manière très naturelle et même que tout le monde emploie. Même quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience dans le recrutement, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde sait faire, c'est pas inné. Donc, c'est pas inné, mais je pense que tout le monde, c'est pas inné, mais c'est pas non plus inaccessible. Ça a apporté tout le monde, ouais, effectivement. Exactement. Et je pense que si les gens sont sympas, c'est déjà un très bon point. Et c'est en tout cas, même si on fait des erreurs en tant que recruteur, la sympathie prend toujours le dessus, c'est-à-dire qu'on arrivera toujours à nous excuser. Voilà. On arrivera toujours à dire, bon, on vous pardonne, c'est pas grave, ça peut arriver. En revanche, si on est vache avec les gens et qu'on fait des erreurs, ce qui est tout à fait honnête, enfin, ce qui est tout à fait possible du moins, là, on nous le pardonne moins facilement, ouais. Exactement. Ouais. Ok. Il y a une question, ça je pense que ça va m'intéresser même moi, pour le coup, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas forcément. Moi, je t'ai toujours connu en tant que recruteur chez Muso, dans le monde du recrutement, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à de la tech, à recruter des profils tech? Là, à ce niveau-là, est-ce que c'est quelque chose, tu t'es dirigé directement dessus, il y avait quelque chose pour toi, ou est-ce que finalement, de fil en aiguille, tu as fini par te diriger vers ce type de profil-là et à recruter uniquement des profils dans la tech? Alors écoute, je vais être très sincère avec toi. Si tu m'avais dit la tech en 2011, 2012, parce que déjà en 2011, 2012, je passais déjà des entretiens pour des stages dans des sociétés de services et autres, je te jure, je partais en courant. Parce que moi, les techs, c'est vraiment pas la population la plus fun qui puisse exister, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et en tout cas, c'était très mal marketé à l'époque. 2011, 2012, tu n'avais pas envie de bosser dans une ESN. Et déjà, la manière avec laquelle les RH à l'époque te présentaient les choses en entretien, on nous disait, je te dis, c'est du marketing, on nous disait, alors c'est des gens qui sont entre eux, ils sont dans leur univers. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre moi avec des gens qui sont dans leur univers? Enfin, ça paraît glauque, tu vois. Enfin, pas glauque, pardon, c'est pas le bon mot, mais ça ne me donne pas envie. Voilà, tout simplement. Ça ne donne pas envie de bosser. C'est ni plus ni moins qu'une présentation de la population avec laquelle tu veux bosser. Et en fait, c'est tout bête, mais entre 2011 et 2015, tu vois, on va dire que déjà l'environnement ou l'univers de l'attaque a totalement changé et que tout est devenu, de par, je dirais, la force des choses, tout est devenu de plus en plus connecté, de plus en plus accessible, tu vois, avec les smartphones, les applications, etc. Et c'est bête, mais à un moment donné, quand tu commences à comprendre le produit, quand tu commences à quoi sert la tech, tu as envie par curiosité, tu as envie de savoir ce qui se cache derrière. D'abord parce que c'est un produit qui te parle, entre guillemets, tu vois, ça nous accompagne au quotidien. Donc, comment tu peux ne pas t'y intéresser? Et je pense qu'il y a aussi ce contexte. J'aurais pas démarré en 2010 ni 2011, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'avais fui le secteur. Mais en 2015, ça m'a donné envie de creuser parce que finalement, le contexte était à mes yeux plus favorable et plus intéressant. Ok, ça marche. Alors on va rentrer dans un sujet un petit peu différent, si on peut dire. Depuis que tu travailles du coup avec Muso, tu as fait jusqu'à présent un petit peu moins de 20 recrutements aujourd'hui, ce qui est franchement beau sur des profils de la tech justement. Comment est-ce que tu as fait? Parce que c'est vrai que c'est un fonctionnement
qui nécessitent une organisation peut-être parfois un peu différente, étant donné que c'est des clients avec qui tu collabores, mais que tu n'es pas forcément, ou tu n'as pas forcément été le premier point de contact. Tu vois, ça nécessite de fonctionner un petit peu différemment, d'avoir une approche un peu plus spécifique. Comment tu as fait autant de recrutements depuis que tu es avec nous? Bon, d'abord, je pense pas que ça soit un record et c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que même si on dit toujours que tous les records sont faits pour être battus, je pense que 17 recrutements, je pense qu'on peut faire encore mieux, très honnêtement. Et alors moi, j'ai rien fait de spécial, si tu veux. Comme je t'ai dit, je me suis organisé. Et c'est vrai que quand tu te lances à ton compte, c'est pas comme quand tu bosses pour une grande boîte de recrutement parce que tu composes, excuse-moi, avec un budget. Quand tu es dans un grand groupe de recrutement, on met à ta disposition une base de données solide qui est énorme. Comme moi, je composais avec des bases de 100 000, 200 000 candidats, voire plus. C'était des bases qui avaient de plus de 10 ans. Donc, quand tu te lances à ton compte, tu n'as plus ça. Et quand tu te lances à ton compte, tu es obligé de choisir tes job boards, donc tes outils de travail. Et n'oublie pas que tu es seul. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si tu prends 2 job boards ou 3 job boards, tu es partout, donc tu es nulle part. Donc tu ne capitalises pas. Et la première chose que moi j'ai commencé par faire, c'est de prendre 2 job boards. J'ai vu en fait que je capitalisais pas sur les deux. Et en toute transparence, je me suis mis un full focus sur LinkedIn en prenant on va dire des packages ou des outils qui gravitent autour de LinkedIn, entre guillemets, tu vois, que ce soit sur la partie annonce et autres. Et je me suis dit, je vais travailler mon réseau, je vais travailler mes candidats, je vais travailler ma visibilité. Et le recrutement, on ne va pas se mentir, c'est d'abord savoir se rendre visible avant de faire des annonces ou avant de faire quoi que ce soit. Il faut construire son réseau. Il faut se rendre visible, c'est-à-dire quand tu fais une annonce, entre guillemets, sur LinkedIn, ça, c'est l'annonce officielle que tu mets, qui est accessible à l'ensemble des candidats. Mais il y a aussi la petite annonce que tu fais sur ton wall, tu vois, qui est accessible à ton réseau. Et c'est comme ça que les gens, finalement, commencent à parler, se partagent, etc. Et la puissance de LinkedIn, je ne le dirai jamais assez. Et encore une fois, je ne suis pas ambassadeur de LinkedIn, je ne suis pas commissionné pour dire ça. C'est puissantissime. Enfin, quand on sait l'utiliser, c'est magique. Parce que moi, et ça, je le dis, hein, c'est-à-dire que ce travail, j'ai vraiment commencé depuis un certain temps. Mais le fait d'avoir des outils purement, le fait de jouer avec un seul job board, ça fait 2 ans pile que je suis dessus. D'accord? Et depuis que je fais ça, forcément, mes ratios se sont améliorés. Et c'est comme ça que j'arrive à faire. J'ai fait 17 recrutements avec Muso et des recrutements, bien sûr, en parallèle, en direct. Mais je te dirais, c'est toute une question d'organisation. Et moi, j'ai trouvé mon organisation. En tout cas, je ne prétends pas que ça soit la meilleure, parce que chacun trouve son bonheur dans les outils qu'il affectionne ou qu'il a l'habitude d'utiliser. Et il y a des gens peut-être qui ont cette capacité, je dirais, à être un peu partout et à gérer 2, 3 job boards facilement. Tant mieux. Il faut simplement se connaître. Donc moi, ce que je dis, c'est pas la panacée. Je dis que ça m'a servi. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le même cas de figure que moi, qui ont peut-être les mêmes limites, entre guillemets, je pense que c'est une solution. Et s'il y a des gens qui savent combiner avec plusieurs choses et qui arrivent à faire plus de deals, tant mieux. Mais l'idée, le plus important, c'est de se connaître. Ok. Il y a une question que je me pose parce que tu fais des deals avec Muso, bien sûr, tu en fais en direct. Depuis que tu as créé du coup ton cabinet, en termes de prospection commerciale, est-ce qu'on est sur le même, disons, le même temps que tu alloues à de la prospection? Est-ce que tu n'en fais plus du tout et tu fais beaucoup jouer ton réseau et le bouche à oreille maintenant? Comment ça se passe pour toi? Je ne fais plus de prospection. Ouais. Je ne fais plus de prospection.
Et je dirais principalement parce que je travaille avec Muso aussi depuis un peu plus de 2 ans, tu vois. Et alors forcément, les débuts avec Muso étaient très timides parce que j'ai démarré avec le lancement de la plateforme, avec les Ouais. premiers jobs qui sont tombés, etc., en IT. Et donc, j'ai vu aussi l'évolution de la plateforme, etc. Donc, j'ai assisté à pas mal de choses. Mais euh, très honnêtement, enfin, le fait je dirais, de travailler avec Muso, j'ai suffisamment de jobs qui atterrissent. Et donc, au fil des années, forcément, j'en ai de plus en plus. Et arrive le moment où tu commences à filtrer, à décliner certains jobs parce que soit tu peux pas les faire parce que tu n'as pas de temps, tu n'as pas de bande passante, ou alors ça ne correspond pas à ce que tu as envie de faire. Mais toujours est-il que j'ai suffisamment de jobs de la part de Muso pour me dire, je n'ai pas besoin, même si j'ai quelques pistes en direct, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc, je n'ai pas besoin de faire de prospection. Et c'est un luxe de ne pas faire de prospection. C'est un luxe parce que ça me permet de me focaliser sur le sourcing. C'est l'une des parties les plus complexes, les plus compliquées, les plus complexes. Et même avec ça, des fois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais moi, ça m'a bien soulagé sur pas mal de choses. Donc, je pense que je dois être à 70 voire 80% sur Muso, voire un peu plus, ça dépend des périodes, on va pas se mentir. Il y a des fois où je suis j'ai que des jobs qui sont sur Muso, des fois un peu moins, mais voilà, le ratio il est quand même plus important que tes Muso, quoi. Ok, ça c'est intéressant. Et du coup, sur tous les besoins que te propose Muso, déjà combien tu en gères, disons, en parallèle et surtout comment tu les priorises du coup maintenant? Écoute, des fois je peux être sur. Écoute, j'ai 3 pages déjà de job Muso. Dans chaque page, dans chaque page, il doit y avoir une dizaine, je crois qu'il y a une trentaine de jobs, je pense, qui sont ouverts où je suis plugué. OK? Et bien sûr, ça s'alimente petit à petit. Et dans ma tête, j'ai les trios. J'en ai 4, 5, 6 où mon cerveau tourne en continu. Je priorise, il y a pas mal de critères. Il y a la localisation, la politique du remote, le salaire, la commission, les process, la durée des process. Et quand je vois tout ça et que je me dis, bon, très bien, j'accepte de travailler un job, il n'est pas forcément en top prio toujours. Parce que si j'envoie un CV, et c'est ce que je fais toujours, j'envoie toujours un CV, c'est pour ça que j'arrive à à gérer plusieurs postes, c'est que j'envoie un CV un peu partout. Et quand je vois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont méga réactifs, ma prio change. Tu vois, c'est comme un classement de course. Ouais. Où tout le monde est sur la même ligne de départ au démarrage. Et après, en fonction de la réactivité des candidats, je commence à placer mon numéro 1, mon numéro 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je sais qu'un job est ouvert, je ne l'oublie jamais. Et là, il y a un job qui était ouvert sur la plateforme depuis, je crois, avril. On vient de closer le deal il y a quelques jours. Je l'ai pas quitté et ça m'a pas quitté parce que je savais qu'à un moment donné ou à un autre, j'allais me remettre dedans. Donc voilà, je priorise de cette manière. En tout cas, je fonctionne de cette manière. Ok, ça c'est hyper intéressant. Ok. Et j'imagine du coup, vu le nombre de missions que tu as pu recevoir depuis que tu es arrivé chez Muso, que tu as dû être confronté à des clients un petit peu plus compliqués que d'autres. Comment tu gères du coup la relation avec ce type de clients-là quand tu essayes de recruter pour eux justement? Qu'est-ce qu'on appelle un client compliqué? Parce qu'on n'a pas la même définition. Un client, pour moi, compliqué, c'est un client qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un client qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc, au final, on envoie des candidats, on n'a pas les retours. Donc,
Et même en ayant les retours, finalement, alors soit on n'a pas les retours, et ils demandent toujours à ce qu'on envoie des candidats, mais à un moment donné, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas finalement à instaurer une communication avec ce client, tu vois. C'est arrivé pas mal de fois, et c'est pas parce que c'est museau ou autre, ça arrive parce que c'est le game depuis que moi j'ai commencé à faire du recrutement, et pour ceux qui ont commencé depuis 15 ou 20 ans, je pense que on arrive aux mêmes conclusions. Un client compliqué, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Tu vois, c'est soit il accepte de faire des retours pour qu'on sache finalement, nous recruteurs, si on est sur la bonne voie, parce qu'on a besoin des feedbacks pour finalement repartir sur une nouvelle recherche et composer avec les nouveaux éléments. Ce n'est pas un problème qu'un client change finalement de fusil d'épaule, si je puis dire, ou change de critères pendant la recherche. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas le dire. Et alors, soit le client est en effet un peu compliqué et il décide de collaborer avec le recruteur, parce que le recruteur, de toutes les manières, le sollicite, d'accord, pour ses retours, pour savoir si on est sur la bonne voie, etc. Si finalement le client compliqué accepte de collaborer, ben c'est très bien, on avance tous les deux ensemble. Mais si le client se fend dans une sorte de mutisme, ben, il n'y a plus de collaboration. Il n'y a plus de collaboration parce que c'est une perte de temps sèche pour nous. C'est un manque de respect pour les candidats parce qu'on n'arrivera jamais à refaire des retours. On perd ces candidats par la suite parce que si Mamoun ne fait pas de retour, ben Mamoun finalement n'est pas fiable. Qui me dit que Mamoun ne va pas me faire perdre mon temps la prochaine fois? Donc, on ne peut pas continuer avec des gens qui restent muets parce que on n'a que des inconvénients, on a zéro avantage. En revanche, un client qui accepte de communiquer, de parler, d'échanger, de nous faire peur, de nous faire part, je dirais, de ses difficultés, ben là, nous, en tant que recruteur, on est là aussi pour le conseiller. On est là aussi pour le conseiller, de lui dire est-ce que sa recherche est réalisable ou pas. Et quand un client, en revanche, nous écoute et nous dit bon, bah, très bien, on change les choses, c'est très bien. Et quand un client refuse de nous écouter, parce que, par exemple, le salaire n'est pas en phase avec le prix du marché, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose pour lui parce qu'on n'est pas des magiciens. Donc, tout dépend des clients. Ok. Alors là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de ce qui a pu, disons, dans un sens, faire qui tu es aujourd'hui, des expériences, tu sais, passées, des événements. Est-ce que peut-être tu aurais une histoire dont tu es fier ou simplement que tu aimerais partager avec nous? Un moment peut-être marquant? Oui. Bon, alors, des histoires, il y en a. Des histoires marrantes, il y en a de toutes les manières. Et des histoires les plus folles les unes que les autres, il y en a. Mais on n'est jamais fier de soi, on est fier des autres dans le recrutement. On peut être fier de soi des fois quand on est une sorte de game changer dans le process, c'est-à-dire on donne des bons conseils, on épaule le candidat ou la candidate pendant le process pour l'aider, je dirais, à gagner en confiance. Et c'est bête, mais un candidat ou une candidate peut être paré pour le job à tous les niveaux côté hard skills, mais le simple fait que cette candidate, que ce candidat lise des mots encourageants ou entende des mots encourageants de la part du recruteur, tout en composant, tout en donnant des feedbacks de manière continue, parce que c'est ça le follow-up, c'est de ne jamais lâcher l'affaire. On se retrouve avec des candidats qui nous disent merci à la fin, et ça, je dirais, ça vaut tout son pesant d'or. J'en ai une qui m'a marqué, une histoire particulièrement. C'était à l'époque où je faisais encore du placement d'indépendants, donc de freelance. Et je me souviens, c'était pour le compte d'un client, je vais citer parce que il n'y a rien de sensible comme données, c'était pour le compte de Vallourec. Vallourec étant un grand groupe français industriel qui faisait des turbines, et le poste était basé à Vallourec, était basé à Valenciennes.
Donc, très compliqué, même pour trouver des freelances, très compliqué. Le poste était ouvert depuis des mois, beaucoup de mois. Il fallait trouver un développeur PLSQL, je me souviens très, très bien, avec beaucoup d'exigences, minimum 3 ans, on n'en trouvait pas. Enfin, on n'était pas le seul cabinet à être sur la chasse. Personne ne trouvait le candidat. Je reçois un CV d'un candidat trop junior, 10 mois en tant que PLSQL. Je me souviens très bien, la première chose que je vois 10 mois, je supprime direct. Enfin, je supprime, je donne pas suite. Je galère, et puis je suis tellement dans le désarroi que je me dis, bien, je vais appeler ce candidat. Qu'est-ce que tu perds de toute manière? Il répond à aucune. Il répond même pas. Il n'a même pas un an d'expérience alors que le client nous en demandait 3. Ouais. Et donc, j'appelle Jean-Christophe. Je m'en souviens très bien, il avait 25 ans. Et, euh, et, euh, et bref, je le qualifie. Il avait une certif en PLSQL. Je trouve que le call se passe bien. J'envoie son CV. Le client, par miracle, accepte de l'accepter parce que je pense que lui aussi était dans le désarroi. Et, je reçois un coup de fil 15 minutes avant le démarrage de l'entretien. Je pensais que le candidat allait dropper ou qu'il n'allait pas venir, enfin, j'en sais rien. Et il m'appelle, il me dit Salut Mamou, c'est Jean-Christophe. Simplement pour te dire que je suis bien arrivé chez Vallourec. Je lui dis Bon, en effet, tu es arrivé en avance. Il me dit Oui, je suis arrivé en avance et je t'appelle pour te dire que je vais tout cartonner et que je vais réussir cet entretien. Alors, moi, j'ai un grand sourire en coin qui se passe parce que je me dis mais quel culot et encore un candidat qui va se casser la gueule parce que c'est avoir autant d'aplomb et de confiance, je dirais, avec 10 mois d'expérience dans les jambes. Enfin, moi, je trouvais ça en tout cas très culotté de sa part. Et 1 heure plus tard, il y a le client qui m'appelle, qui me dit, je suis en train de faire visiter les locaux à votre candidat, il a été pris, on commence la mission et je pense qu'il est resté pendant 2 ans sur site. Et ça, moi, ça a été une leçon pour tout le monde. Pour moi, pour le client, il faut qu'on sorte du carcan du fameux descriptif de poste avec les fameuses exigences et qui nous dit finalement qu'un candidat de 10 mois n'a pas autant d'expérience qu'un candidat de 3 ans, voire plus. Et donnant la chance finalement au candidat et arrêtons de faire cette lecture du CV, alors qui des fois est juste, mais qui des fois peut paraître injuste parce qu'elle est injuste, fondamentalement injuste. Et je pense que le recrutement, c'est pas qu'une lecture de CV, parce qu'à ce moment-là, on mettrait des chatbots et de l'IA et on n'a pas besoin, nous, de filtrer, parce que je pense que l'IA ferait le job mieux que nous et plus rapidement même. Et le boulot d'un recruteur, justement, c'est d'aller faire parler un CV, faire causer un candidat et faire ressortir des choses, justement, qui ne s'expriment pas suffisamment sur un CV. Et ça, c'est notre boulot de le faire. Alors oui, j'ai cru en ce candidat dans un deuxième temps, parce que j'ai quand même été honnête en disant que j'ai supprimé son CV. C'est-à-dire que j'ai foutu dans la corbeille, pour être tout à fait honnête avec toi, et j'ai fini par le récupérer de ma corbeille pour au final le considérer. Et c'était à une époque où les fameuses lois RGPD n'étaient pas encore votées, donc nous aussi, en tant que recruteurs, on bossait comme des cochons. Ouais. Mais c'est pour te dire un petit peu ce que ça t'apprend. Et ça, pour moi, ça a été à la fois une leçon et beaucoup de fierté pour ce candidat, parce que j'étais extrêmement fier et content pour lui. Donc, je m'en souviendrai très longtemps. Oui, tu m'étonnes. Ouais, comme quoi, finalement, il suffit de bien se vendre en tant que candidat, bien sûr, puis ça peut le faire sur un malentendu, quoi. Enfin, en tout cas, en ce qui le concerne, top pour lui, quoi. Oui, bien sûr, il faut bien se vendre, il faut être. Alors, la confiance joue énormément. Peu importe les années d'XP, hein. Peu importe, même si tu as été DG et que tu te retrouves à postuler pour je ne sais quel poste, alors il y a ton CV qui est impressionnant, qui va parler pour toi, mais si pendant l'entretien, tu ne génères pas cette confiance, que tu sois junior ou senior finalement, ou DG ou je ne sais quoi d'autre, ça va bloquer. Donc pour moi, la confiance, et ce n'est pas la confiance mal placée, hein, c'est la confiance, je dirais, bien placée, quoi, dans le juste milieu. C'est simplement le fait d'avoir confiance en soi et de ne pas trop se survendre, c'est connaître ses qualités et y aller avec ce culot, cet aplomb, et il y a tout qui va avec, parce que quand tu es en confiance,
tu montres que tu as de l'énergie, tu montres que il y a ce côté un peu fun chez toi, etc. Enfin, tu brilles, entre guillemets, pendant l'entretien. Et en tout cas, tu donnes envie aux clients de te recruter. Et nous, on doit des fois être capable de ressentir s'il y a ce manque de confiance chez le candidat ou la candidate et de lui dire les choses. Et ces conseils, ils n'arrivent pas à la fin. Ces conseils, ils doivent être avant l'entretien. Et il est là notre rôle. Parce que notre rôle finalement ne se cantonne pas à faire juste des qualifications et à envoyer des CV. Encore une fois, c'est useless de notre part. On ne sert à rien. Il faut comprendre que des fois, dans des process, il y a la qualif qu'on fait nous et la qualif qui est faite des fois par le RH dans l'entreprise. À quoi on sert si on n'est pas finalement un filtre? C'est pas moi, je ne me vois pas comme un filtre. Je me vois comme quelqu'un qui a un rôle de conseil, comme un coach en fait. Il va donner des informations parce que j'aurais estimé que si j'ai un entretien avec ce candidat ou cette candidate, c'est que quelque part, elle est faite pour le poste. Et quand je sens pendant le call que vraiment ça le fait, eh ben, je dois avoir cette casquette conseil, coach, etc. pour lui donner davantage de confiance en elle pour aller de l'avant, tu vois. Et cette casquette ne doit pas nous quitter pendant le process. Et c'est ça, je reviens sur le mot follow-up, c'est que c'est pas on envoie le CV, on l'oublie et on lui dit au bout de 3 semaines, est-ce qu'on t'a fait une offre, t'en es où? On doit l'accompagner et le candidat du moins, quand il sait que tu es accompagné, ben, il te recommande aussi à d'autres candidats, mais il l'apprécie et il se dit, purée, mais il a été vraiment utile. Et le client aussi sent les choses. Donc, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans ces différents process. Jusque-là, tu nous as parlé quand même, en tout cas d'un point de vue assez extérieur, des bons côtés, si je puis dire, du recrutement. Mais il y a forcément des mauvais côtés, bon, au-delà du fait d'avoir un client, par exemple, qui est peu réactif ou qui a des critères assez éloignés du marché, si on peut dire. Mais il y a peut-être d'autres pains dans ton quotidien de recruteur. Qu'est-ce que ça serait, du coup? Écoute, c'est plus le ressenti. Le ressenti qu'on a, c'est-à-dire que le recrutement, c'est un peu c'est un peu les montagnes russes. Il y a des fois où tu es au top parce que toutes les planètes sont alignées à tous les niveaux et tu ne peux que surkiffer. Et c'est pour ça qu'il y a des recruteurs qui se disent mais ce métier est d'une facilité déconcertante. Et je te dirais que mais ça, c'est le haut de la montagne. Parce que c'est des montagnes russes, forcément. Il y a la descente. Ouais. Et la descente, c'est quand les planètes ne sont pas alignées, que quand tout va mal, et que tu penses que tout va mal, que tout redémarre. Et c'est dans le creux, en fait, qu'il y a beaucoup de recruteurs qui abandonnent. Et moi, la première chose qu'on m'a dit dans le recrutement, ce métier, c'est 80% de mindset. Ouais. Le mindset, c'est quoi? C'est cette capacité à gérer les mauvais côtés. Pas les bons, parce que les bons, tout le monde sait les apprécier. Les mauvais côtés, c'est quoi? C'est tu as 4 candidats qui sont en phase d'avoir une offre. Donc, 4 offres potentielles. Tu dis que tu vas faire un mois de dingue. Tu ne sais pas ce qui se passe, il y a une shkumoun. Il y a 4 offres qui sautent, une par une, comme des popcorn. Tu commences à te poser des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peu importe, tu sois junior, senior, etc., ça peut t'arriver. Ça n'arrive pas tous les mois grâce à Dieu, mais ça peut arriver. Et ça, il faut dealer avec. Tu envoies des CV à des clients qui ne te répondent pas. Tu as des candidats, finalement, ça peut arriver encore une fois, qu'il y ait un candidat finalement qui donne plus signe de vie, je ne sais pas pourquoi, pendant le process. En tout cas, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Parce que plus tu arrives à closer, et moins tu as ce genre de galère. Mais finalement, tu peux avoir des déconvenus côté candidat, côté client, et ça fait partie du job du recruteur. C'est de la même manière qu'on parle de coaching, de formation, de ceci, de donner confiance, de sourcer, ça fait partie du package.
Et je n'irai pas sur des exemples précis parce que finalement, je l'ai dit au départ, on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Ça ne sert à rien de blâmer les autres. Oui, un candidat qui ne répond pas au téléphone, on n'est pas responsable de son éducation. Il peut très bien nous répondre et avoir le minimum de politesse, de décliner une offre ou de dire moi, je ne suis plus dans le process, ou Justine, écoute, le poste ne m'intéresse plus, ou j'ai une offre à côté. Mais ça, c'est même si on est sympa, même si on fait tout, des fois, ça peut arriver. J'ai tendance à dire que le recrutement, c'est un peu comme, tu vois, il fait moche, il y a la pluie, etc. Tu sors, tu te barricades, tu mets ton manteau, tu prends ton parapluie, etc. Et tu te dis, bon, ben, je suis couvert. C'est-à-dire que j'ai pris toutes mes précautions. Mais tu ne peux pas esquiver la foudre. Parce que si la foudre tombe sur toi, ben, même si tu as pris le parapluie, à un moment donné, ben, elle tombe, elle tombe. Et la foudre, pour moi, c'est le drop. Le candidat, quand il décide de te lâcher, il te lâche. Même si tu es je ne sais qui, tu vois. Et alors, le fait de se prendre la foudre, on ne se prend pas la foudre une fois par semaine. On ne se prend pas la foudre une fois par mois. Tu vois. Si ça arrive une fois par mois, c'est qu'il faut se poser des questions. Il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le côté négatif de nous, pauvres recruteurs, on est des tristous, on se fait marcher dessus, personne ne nous respecte. C'est faux. C'est à nous de nous faire imposer, encore une fois. Enfin, c'est à nous, je dirais, de nous faire respecter. Mais le côté négatif, c'est ça, c'est que des fois, tu as l'impression de faire un super mois et que ça ne le fait pas et il ne faut rien lâcher parce que tu vas te dire, c'est pas grave, le mois d'après bah, ça peut aller mieux. On va essayer de prendre un peu plus d'avoir une prise de recul pour savoir ce qu'on aurait pu éventuellement sauver et c'est ça au final, c'est un apprentissage continu et cet apprentissage, il doit se composer avec un ego qui n'est pas surdimensionné, un ego qui est mesuré et une humilité, je dirais, qu'il faut avoir constamment parce que c'est comme ça qu'on arrive à progresser et à éviter que ça se passe de manière continue. Voilà. Alors, ça aurait été un très bon mot de la fin si j'avais pas eu une dernière question pour toi. Hein. Mais c'est toujours une question que je me pose, tu vois, quand je vois un succès quelque part, peu importe la forme, je me dis que ça a peut-être commencé, enfin, ça a bien commencé quelque part. Du coup, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que tu as eu, alors je ne sais pas si le terme est vraiment exact, mais est-ce que tu as eu peut-être des sources d'inspiration, des choses où tu allais puiser au début, qui t'ont permis un petit peu encore une fois, dans un sens, d'évoluer en tant que recruteur jusqu'à ce stade-là, justement, peut-être que tu as été dans des communautés, dans un écosystème de recruteurs où ça s'échangeait beaucoup de conseils ou autres, je ne sais pas. Moi, j'ai fait 2 cabinets de recrutement. Ouais. J'ai fait 2 cabinets de recrutement. J'en ai fait un anglo-saxon et un autre belge. Et donc, c'est 2 cultures différentes, mine de rien. Et un premier où j'ai été super bien accompagné. J'avais un buddy qui m'a accompagné pendant 2 ans et demi, etc. Et des managers aux petits soins. On a été super bien formés. Donc, je pense que déjà, tu apprends. Tu apprends de tes managers, tu apprends de tes collègues, tu apprends des candidats, tu apprends de tout, en fait. Et ça, je dirais, c'est ce qui t'accompagne au quotidien. Tu vois, c'est l'interne. C'est ta formation un peu interne. Et la formation un peu externe, c'est les recruteurs que tu ne connais pas qui sont sur LinkedIn, qui font des posts. Alors, je ne parle pas des posts de je me suis réveillé ce matin, tu vois, j'étais au fond du trou, j'ai fait 2 clics, j'ai gagné 10 000 euros. Je ne te parle pas des trucs, tu vois, un peu trop vendeur, limite mytho, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des recruteurs, par exemple, qui sont dans mon réseau, que je ne connais pas forcément, qui vont parler de certaines choses qui sont méga pertinentes. Ça peut être des outils, ça peut être pas mal de choses. Et moi, en fait, j'essaie d'expérimenter. Si ça me convient, je garde. Si ça ne me correspond pas, je lâche. OK ? Encore une fois, il faut se connaître. Il faut composer avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui savent utiliser des outils d'automatisation, qui savent s'en servir très, très bien.
Moi, par exemple, il y a des choses que je sais pas m'en servir. Et si c'est pour faire si c'est pour faire des bêtises, mieux vaut rester à la mano, entre guillemets, d'accord? Mais je vois, par exemple, beaucoup de vidéos, en tout cas, j'en vois de moins en moins, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur le recrutement, sur le sourcing, sur les techniques du sourcing. Il y avait une vidéo, je pense, d'un champion du monde du sourcing, j'ai complètement oublié son nom, mais il donnait des conseils super pratiques que je me suis appliqué, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Je vais t'en donner quelques. L'un de ces conseils, c'était justement que quand tu envoies, par exemple, un email ou un template, enfin bref, quand tu t'adresses à un candidat via une approche directe, tu vois, c'est tout bête, mais quand tu mets son prénom en objet et son prénom, je dirais, dans le corps du mail, ben, tu vois, par exemple, quand tu envoies un email sur LinkedIn, tu ne peux pas faire d'automatisation. Et si tu fais de l'automatisation, tu ne peux pas personnaliser tu peux pas mettre le nom du candidat en objet. C'est impossible. Ouais. Tu vois? Donc, ce côté de personnalisation, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, sur lequel tu te différencies et ça te donne un meilleur taux de réponse. Et nous, le sourcing, c'est avoir un meilleur taux de réponse. Tu vois, même si le mec décline, au moins, il faut savoir qu'il y a des candidats qui se prennent 20-30 messages par jour. Donc, s'il te répond, c'est que franchement, tu es sorti du lot. Et l'objectif, c'est de sortir du lot, ni plus ni moins. Donc, je m'inspire un petit peu de tout. Je lis des articles, des posts. C'est pas quelque chose que je fais de manière automatique. Mais si je vois un truc, si j'ai besoin de sortir un petit peu la tête, tu vois, des fois on a la tête dans le guidon et on a besoin un petit peu de souffler pour aller s'oxygéner, je dirais, l'esprit ailleurs. Et, et la meilleure manière de faire les choses, c'est d'aller lire des articles ou de voir des vidéos qui vont un petit peu nous apprendre des choses pour nous éclairer. Bon, ça, je le fais de moins en moins parce que à un moment donné, je pense que tu as fait le tour dans le recrutement, pas se mentir, des fois, tu as fait le tour. Je pense que la meilleure des choses à faire à terme, c'est d'avoir des outils puissants, tu vois, des CRM qui sont bien faits. Là, par exemple, je viens de prendre un CRM il n'y a pas très longtemps qui est plugué à LinkedIn et qui finalement me réconforte dans le choix de mes solutions parce que finalement, j'arrive à capitaliser dessus et qui me permet d'aller plus vite, tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est des conseils que tu prends, c'est la mise en pratique de ces conseils, parce que c'est bien d'avoir des conseils, tu vois, mais il faut les mettre en pratique. Et tu n'as pas besoin de mettre en pratique 10 choses. Si tu sais mettre en pratique 1, 2 ou 3 choses, c'est déjà une ou deux, trois choses, c'est déjà très, très bien pour peu que ça donne des résultats. Voilà, il faut pas se dire qu'il faut que j'ai besoin d'un gros sac à dos pour faire mon trek, tu vois. Des fois, il faut être minimaliste pour aller à l'essentiel et des fois, en étant minimaliste, ça réussit mieux. Voilà. Ok. Mamoun, c'est le moment où on se quitte, hein, puisque ce webinaire arrive à son terme. Franchement, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt du coup, pour te proposer de nouvelles missions. Yes, à très bientôt, Justine.